Terme que vous retrouvez également assez souvent dans le domaine logiciel, c'est le terme de standard ouvert. Alors, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, il y a eu des projets de loi en Belgique sur faut-il imposer ou non les logiciels libres dans l'administration. Il y a eu d'intenses débats, notamment au Parlement bruxellois, sur cette question-là. Et finalement, il y a eu un certain mélange entre le débat faut-il imposer des logiciels libres dans l'administration et le débat faut-il imposer les standards ouverts dans l'administration. Les deux thématiques se sont un peu mêlées. Alors qu'est-ce qu'on entend par standard? On entend en fait une spécification technique, donc quelque chose d'abstrait, suffisant pour développer une implémentation complète, approuvée par un organisme de standardisation indépendant. Donc l'idée c'est que c'est un format, une spécification, qui n'est pas publié par une seule entreprise. Donc si Microsoft, par exemple, publie une spécification, ça n'en fait pas pour autant un standard. Par contre, si Microsoft soumet un standard, un format, une spécification à l'ECMA, et que l'ECMA en fait une spécification, ça peut devenir un standard. Donc on passe toujours par un organisme qui, généralement, en fait, regroupe les intérêts de plusieurs entreprises et pas d'une seule entreprise. On a un standard ouvert à partir du moment où le standard en question est gratuitement disponible sur Internet et fourni sans restriction juridique quant à sa diffusion et son utilisation. Ça, c'est la définition de standard ouvert. Par contre, vous pouvez redévelopper une implémentation de ce standard sans pour autant payer des royalties en matière de brevet à la personne qui est à l'origine de cette spécification. Alors, le FEDICT ajoute un souhait supplémentaire qui est tout à fait pertinent, qui est de dire on accepte les standards ouverts à partir du moment où il existe plusieurs implémentations de ce standard. Si vous n'avez qu'une seule implémentation, la concurrence ne peut pas jouer, et donc l'intérêt du standard est évidemment nettement moindre. Alors, un logiciel libre, ça n'est pas un standard ouvert. Vous avez des standards ouverts qui sont utilisés par des entreprises tout à fait propriétaires. Donc les deux ne se confondent pas. Par contre, vous allez fréquemment retrouver des formats et des standards ouverts dans les logiciels libres. Donc les deux évoluent souvent en parallèle, mais les deux ne se confondent pas. C'est quelque chose qui, comme je le disais, est bon pour l'interopérabilité et pour la concurrence. L'interopérabilité, c'est la capacité à faire dialoguer en fait, des logiciels entre eux au travers d'un protocole qui est librement communiqué. Et par contre, vous avez un petit bémol à signaler, c'est que vous avez quand même, malgré tout, un long chemin entre le travail de spécification et l'implémentation de la spécification, et que donc entre deux logiciels utilisant le même standard, vous pouvez parfois avoir quelques petites différences d'interprétation qui disparaissent avec le temps. Petit exemple concret pour illustrer cela. Vous prenez par exemple un ensemble de publications libres qui sont GIMP, Inkscape, OpenOffice Writer et Scribus. Eh bien, GIMP va exporter les images dans le format JPEG, Inkscape va exporter des dessins vectoriels dans le format SVG, OpenOffice va exporter son texte dans le format ODT. Tout cela va rentrer dans le logiciel de PAO qui comprend ces différents formats et va exporter le résultat du document dans un format PDF qui est le PDF X3, qui est un format normalisé reconnu par l'ISO. Voilà, c'est le genre de choses que ça permet. Et on voit que ça peut fonctionner à la fois avec du logiciel libre et avec du logiciel propriétaire, à condition simplement de respecter la spécification. Alors vous avez des documents qui inventorient ces standards, et notamment vous avez le référentiel général d'interopérabilité en France, dont le lien est donné sur le slide, qui a fait couler pas mal d'encre parce qu'on aurait souhaité, certains auraient souhaité un avis un peu plus tranché par rapport au format bureautique de Microsoft, mais disons qu'indépendamment de ces polémiques-là, le document est globalement un document de qualité qui permet d'avoir une bonne idée des formats effectivement disponibles. Alors, autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'un logiciel libre est fatalement développé avec des outils libres? Pas forcément. Donc on va retrouver des outils propriétaires qui sont développés avec des outils libres, et vous allez retrouver des logiciels libres qui sont développés avec des logiciels propriétaires. J'ai mis quelques exemples ici. Vous prenez la version Linux pour Linux de Skype, c'est développé avec une bibliothèque open source qui s'appelle Qt. Donc vous voyez que les deux sont tout à fait possibles. Par contre, vous avez effectivement un débat tout à fait pertinent au sein de la communauté sur l'intérêt à développer des logiciels libres avec des outils qui ne le sont pas. Donc là, le débat, je dirais, est plus idéologique dans la communauté. Reste que vous avez effectivement certaines technologies, certains langages, certains outils qui sont clairement issus du domaine du logiciel libre, tels que PHP, Perl ou Python. L'attachement au domaine du libre est très, très important dans leur cas.
Chose aussi qu'il est intéressant de signaler, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler principalement de licences et de modèles d'affaires appliqués au logiciel libre ou open source, mais en pratique, la philosophie, je dirais, de ces licences se retrouve dans toute une série de domaines plus éloignés du logiciel. Et donc ces principes du logiciel libre, vous allez les retrouver dans les bases de données, vous allez les retrouver dans le matériel, aussi bien des composants électroniques que parfois des machines complètes. Vous allez le retrouver appliqué à des œuvres culturelles, donc de la musique, des romans. Vous allez évidemment la retrouver aux documentations qui sont généralement associées au logiciel, donc là on comprend bien la prolongation. Petit élément à signaler malgré tout, c'est que vous avez un type de licence que l'on retrouve souvent dans ces différents types d'essaimage qui sont les licences Creative Commons, et qu'une partie de ces licences Creative Commons sont associées à une clause non commerciale, d'usage non commercial, qui les rend non libres. Donc ça, faites toujours attention quand vous avez ce type de licence, vérifiez qu'elles sont effectivement libres et qu'il n'y a pas de restriction par rapport à l'usage que vous en faites. Ou, si ça ne vous dérange pas, vous les utilisez telles quelles, mais c'est un élément à prendre en compte. Donc comme je le disais, le libre est indépendant de la notion de gratuité. Donc quand vous rajoutez une notion de gratuité, vous rajoutez une restriction, et donc vous n'êtes plus dans un contexte de logiciel libre ou d'œuvres libres. Alors, quels sont les acteurs qui agissent dans cet environnement du logiciel libre? En fait, c'est un environnement qui est très hétérogène. Souvent, on va vous parler de communauté open source, ou communauté du logiciel libre. Donc, vous avez l'impression que c'est quelque chose finalement d'assez homogène. Certains s'imaginent que ce sont des geeks mangeant de pizza avec une longue barbe, tout le monde fait la nuit, qui font du code le soir en rentrant chez eux, et c'est ça qui fait vivre le logiciel libre. Ou ce sont des universitaires qui, pour la beauté du geste, publient du code. Bon, il y a un peu de ça, ça fait partie des composants de la communauté open source ou de la communauté du libre, mais en pratique c'est beaucoup plus diversifié. Donc vous allez retrouver des entreprises qui consomment ce logiciel, qui l'intègrent chez des clients, qui y contribuent, qui en créent ex nihilo, qui éventuellement financent certains projets, sponsorisent certains projets. Vous allez retrouver des universités et des centres de recherche qui effectivement vont publier, notamment à la demande de l'Union européenne, des codes de projets qui vont les publier sous licence libre. Un exemple, par exemple, vous avez un projet qui est Stoneball, qui est un projet de web sémantique, qui a été financé par un projet européen et qui va être hébergé prochainement sur le site de la Fondation Apache, et qui va être mis sous licence Apache. L'INRIA aussi a un vaste vivier de logiciels de l'INRIA publiés sous licence libre. Vous allez retrouver des utilisateurs et des développeurs, certains utilisateurs étant également développeurs. Vous avez des communautés qui vont regrouper les utilisateurs, les développeurs, les entreprises. Vous avez des communautés de communautés. Apache, par exemple, est une communauté de communautés. C'est une métacommunauté qui va abriter, héberger tout un ensemble de projets de logiciels libres. Vous allez retrouver des associations. Le LibGrub est un exemple d'association. Mageia, par exemple, qui soutient le fork de Mondriva en France, est une association. Vous allez retrouver des clients, totalement. Et vous allez retrouver des administrations qui ont un pouvoir important, je dirais, en tant que clients, parce que les budgets en informatique publique sont relativement élevés, et qui ont également un rôle important de par le fait qu'elles peuvent se coaliser pour produire du code ensemble. Alors en pratique, cet ensemble d'acteurs assez hétérogènes qui interagissent ensemble forme ce qu'on appelle, dans le domaine économique, un écosystème d'affaires. Vous voyez que ça se définit comme un ensemble de relations entre des acteurs hétérogènes, effectivement, l'hétérogène, on la trouve bien ici, de secteurs différents, guidés par la promotion d'une ressource et d'une philosophie commune et de valeurs partagées. Ça peut être des gens qui éventuellement sont concurrents entre eux. Il ne faut pas forcément qu'il y ait une complémentarité économique entre les personnes qui se retrouvent dans ces écosystèmes. Alors, je parlais de relations de coopération entre concurrents, c'est ce qu'on appelle la compétition. Et vous la retrouvez par exemple dans l'écosystème Eclipse. Donc, pour ceux qui font du développement Java, en fait c'est devenu un des principaux environnements de développement pour PC, et en particulier dans le domaine Java. Et c'est un projet qui initialement a été lancé par IBM. Et puis IBM a laissé un peu le projet vivre sa vie, lui a donné son indépendance en créant une fondation. Et IBM a vraiment réussi à fédérer autour de ce projet d'environnement de développement toute une série d'entreprises qui avaient besoin d'un environnement de développement ou qui avaient besoin d'une base pour créer un environnement de développement. Et ces entreprises se sont mises à travailler ensemble, bien qu'éventuellement, par ailleurs, elles soient concurrentes. Alors un bon exemple, c'est quand vous allez voir dans le répertoire de code de la Fondation
de la fondation Eclipse, vous vous rendez compte qu'en fait les deux plus gros committeurs, ce sont IBM, avec 22% des contributions, et Oracle, avec 12% des contributions. Alors si vous regardez, Oracle et IBM sont frontalement concurrents sur les technologies Java. Oracle et IBM sont frontalement concurrents sur le marché des bases de données. Donc ce sont des sociétés qui font une concurrence à mort sur toute une série de marchés. Et pourtant, ils travaillent ensemble autour de toute une série de technologies qui ne sont pas forcément différenciantes sur le plan concurrentiel, mais qui leur permettent en fait d'abaisser leurs coûts en matière de recherche et développement. On voit que par derrière, on est loin de l'image qu'on a des développeurs de logiciels libres qui sont des idéalistes ou des universitaires qui travailleraient pour la beauté du geste. C'est parfois l'image qu'on en a. On voit que là, on a vraiment deux mastodontes sur le plan économique qui choisissent d'unir leurs efforts pour un projet bien précis dans un intérêt qui les rassemble. Alors vous avez le concept de mutualisation qui là désigne en fait ce travail de collaboration entre entreprises ou entre organismes qui ne sont pas forcément concurrents. Un exemple assez bien connu en Belgique, c'est CommuneClone, qui est un projet en fait de création de logiciels métiers pour les administrations et en particulier les communes, et qui a été initié par un ensemble de communes à la base, puis qui a été rejoint par la communauté française, par la région wallonne. Et donc ces différents organismes travaillent ensemble pour produire du code ou pour financer les entreprises qui produisent du code sur ce projet. Alors, élément important pour bien comprendre la logique économique qui est derrière le choix des entreprises utilisées en logiciel libre ou en logiciel open source, c'est d'en venir finalement au levier dont dispose l'entreprise pour mettre en place des stratégies de valorisation. En fait, vous avez deux variables, deux leviers sur lesquels l'entreprise peut jouer. Ce sont les leviers de contrôle et les leviers de diffusion. Si vous contrôlez tout, vous savez exactement dans un an où en sera votre technologie. Les innovations que vous allez choisir seront celles que vous aurez choisies, les personnes qui vont l'utiliser seront celles que vous aurez choisies aussi. Le flux d'argent qui viendra de vos partenaires sera plus ou moins prévisible également. Mais c'est une histoire de gâteau. C'est quand vous contrôlez tout, vous avez une tartelette. Elle est appétissante, mais elle n'est pas très grande. Mais vous avez tout. Vous mangez toute la tartelette. Vous avez une autre variable qui est la diffusion, qui est de dire je prends ma technologie et je fais en sorte de la répandre un maximum, de la faire connaître. Et j'essaie de capter les externalités de réseau, c'est-à-dire si d'autres contribuent sur sa technologie, eh bien j'essaie de capter une partie du travail que les autres vont réaliser sur sa technologie et qui indirectement va me profiter. Donc on voit que le choix c'est finalement d'avoir 100% d'une tartelette ou d'avoir un morceau qu'on espère suffisamment important d'une tartelette qui sera devenue un grand gâteau parce que vous aurez eu un pouvoir d'entraînement par rapport à votre marché et que vous aurez entraîné toute une série d'entreprises derrière vous. Donc le jeu d'IBM par rapport à Eclipse, c'était exactement ça. C'est pas par bienfaisance que IBM a été libéré Eclipse. L'idée, c'était d'avoir cet effet d'entraînement par rapport au marché Java et de faire basculer le centre de gravité du monde Java de Sun vers IBM. Et ils ont très très bien réussi de ce point de vue-là. Et donc voilà, vous avez, à partir de ces deux leviers, tout un continuum en fait d'opportunités de valorisation au niveau de logiciels, qui commence par on n'accorde pas de licence, la technologie c'est pour nous, et on la valorise dans nos lignes de produits, ou on accorde peu de licences, on a quelques partenaires qui sont sur le volet qui bénéficient de ces licences, ou on en donne beaucoup, avec ou sans sélection, ça c'est un choix aussi, ou alors on travaille en open source. Et alors, comme je le répète souvent, l'open source n'est pas, comme on le dit parfois, un abandon de droit, absolument pas. C'est un choix de valorisation parmi d'autres. Et vous avez la possibilité de choisir des licences plus ou moins permissives. Donc vous avez des licences qui, effectivement, s'apparentent presque à un abandon de droit. D'ailleurs, certains diffusent des logiciels libres dans le domaine public. C'est rare, mais ça se fait. Mais quand vous utilisez une licence copyleft, j'expliquerai un peu plus tard ce dont il s'agit, ça n'est pas un abandon de droit. Vous avez des devoirs, vous avez des droits spécifiés par cette licence. Donc ce sont vraiment des choix de valorisation et tout se ramène finalement à ce choix entre est-ce que je veux contrôler ma technologie ou est-ce que je veux la diffuser et bénéficier d'un effet d'entraînement. Alors maintenant, est-ce qu'il faut toujours passer en open source pour bénéficier de cet effet d'entraînement? C'est une question qui est souvent posée quand les clients viennent me voir.
disent, voilà, on a un logiciel sous WinDev, comme je l'ai vu récemment, et je voudrais savoir si je peux en faire un logiciel libre. Alors, on va regarder. On voit un qui sourit parce qu'il connaît un peu WinDev. Donc, voilà, on regarde, et en fait, il y a des choix alternatifs. Si vous raisonnez d'un point de vue purement pragmatique, vous avez d'autres alternatives. Alors, si votre objectif, c'est de diffuser au maximum la technologie, vous pouvez passer en freeware ou en shareware. Alors, le freeware, c'est quoi? C'est Skype. Skype, vous allez sur le site de Skype, c'est gratuit, vous le téléchargez. Et vous l'utilisez gratuitement pour téléphoner à vos contacts par Internet, et ça marche pas mal. Ça, c'est le freeware. Vous avez le shareware, c'est comme un freeware, sauf que vous avez une limitation, généralement agaçante. Par exemple, vous téléchargez un logiciel de retouche d'image shareware, et à chaque fois que vous enregistrez une image, vous avez un petit slogan publicitaire qui apparaît sur l'image. C'est pas très gai. Donc, pour vous inciter à payer la licence, on vous dit, voilà, ça vous embête, eh bien, payez 25 $, et ce vilain message publicitaire va disparaître. Ça, c'est du shareware. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de contraintes, parce que finalement, n'importe qui peut le télécharger et l'utiliser. Vous avez le pendant en ligne, qui est l'offre SaaS avec un compte gratuit. Vous ouvrez un compte Google, vous avez un mail Gmail, le truc d'avoir un logiciel de lecture de mail en local, ça c'est du SaaS, n'importe qui peut l'utiliser avec un compte gratuit. Et vous avez, il y a tout cela, le principe du freemium. Donc le freemium, c'est de nouveau, c'est l'exemple de Skype, c'est un freeware qui par la suite vous incite à recourir à des services payants. Donc sur Skype, c'est quoi? C'est Skype Out. On vous incite à acheter du crédit téléphonique pour appeler les lignes fixes. Alors, si maintenant votre objectif, c'est plus un objectif d'interopérabilité avec d'autres solutions, ou un objectif de coopération, de collaboration, vous avez deux autres moyens. Le premier, c'est de respecter les standards ouverts. Et là, vous savez que votre solution va d'office s'articuler avec d'autres technologies, et qu'éventuellement, des personnes vont être encouragées à développer des extensions de votre logiciel, parce que ça se base sur des standards qui sont largement rencontrés dans l'industrie. L'autre possibilité, ce sera de créer une API, c'est-à-dire une interface qui va permettre à une autre application de s'interfacer avec votre application et d'interagir avec elle. Quand vous installez Firefox et que vous installez l'extension AdBlock, par exemple, pour bloquer la publicité en ligne, eh bien, vous êtes face à une extension de Firefox qui a été créée parce que Firefox a une API qui a été clairement communiquée. Et donc ça, c'est le genre d'outil qui permet d'initier une collaboration autour du logiciel sans forcément directement passer en open source. Donc voilà, après chacun, je dirais, fait son choix en connaissance de cause et en fonction de la connaissance qu'il a du marché sur lequel il évolue. Alors évidemment, ce n'est pas incompatible. Vous pouvez faire une publication sous licence libre avec une API. D'ailleurs, généralement, c'est le cas.